Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Alors que les plans de formation des enseignants à la lutte contre les discriminations fleurissent dans les écoles, nous vous proposons de partir à la rencontre de la revue Phase B, une nouvelle parution consacrée aux questions de l'identité et de la transmission. Ce sera en première partie d'émission avec notre invité. Un festival de cinéma inspirant et engagé dans le développement durable. C'est le pari de Marc Oberon avec Cinéma for Change. On en parle avec lui en seconde partie d'émission. Dans son panorama cette semaine, Louisa Garottia vous parlera de la cérémonie des Césars et de ses engagements dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec le passage de l'œil du cyclone Garance à La Réunion où des vents de plus de 200 km/h ont forcé le préfet à déclencher l'alerte violette ce matin à 9h. Et la menace est telle que le préfet a annoncé plusieurs mesures d'urgence. L'alerte violette qui impose un couvre-feu pour l'ensemble des habitants et les secours a été déclenchée. Depuis ce matin 9h heure locale, c'est confinement strict pour toute l'île. Des milliers de foyers sont touchés par les coupures d'électricité et d'eau potable. Certaines communes ont mis en place des centres d'hébergement pour protéger les familles. Voici ce que confiait Patrice Latron, le préfet de La Réunion, ce matin, sur le compte X du préfet de La Réunion. Bonjour à tous. Le cyclone est en train d'arriver sur les côtes nord de La Réunion. Derrière moi, vous voyez la mer déchaînée, les vents qui augmentent. C'est pour cela que j'ai décidé un passage en alerte violette à 9h tout à l'heure. Et dans l'immédiat, comme l'ensemble des agents de la préfecture, comme l'ensemble des Réunionnais, je vais retourner à l'abri et me faufiler car les conditions se dégradent réellement. Soyez prudents, prenez soin de vous. Et à 18h30 heure locale, la préfecture de Lille annonçait au moins 3 morts. Et alors que l'Éducation nationale a annoncé de nombreuses fermetures de classes, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, se penche sur la décharge d'enseignement des directeurs d'école à Paris. Depuis 1982, les directeurs d'école de la ville de Paris sont dispensés d'enseignement à partir de 5 classes, contre 13 dans le reste de la France. Mais depuis l'annonce de la Cour des comptes qui exhorte l'État à ne plus prendre en charge ce dispositif financier, assumé jusqu'en 2019 par la mairie de Paris, les professeurs et parents d'élèves se sont rassemblés pour manifester la semaine dernière devant le rectorat de Paris. Si Elisabeth Borne parle d'une impasse juridique et financière, elle a demandé, je cite, à engager dans les plus brefs délais une concertation avec la ville de Paris afin de déterminer un régime de décharge d'enseignement des directrices et directeurs d'écoles publiques de Paris conforme à la réglementation. Anne Hidalgo, la maire de Paris, encourage cette initiative et répond, je cite, « Nous tenons à ce régime parce que les directeurs d'école font un travail administratif très lourd qu'ils ne pourraient pas faire dans les mêmes conditions s'ils n'étaient pas déchargés. » Les conclusions des consultations sont attendues pour la fin du mois d'avril. Et en ce début d'année, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France tire la sonnette d'alarme concernant la circulation active de la rougeole et rappelle l'importance de la vaccination. La rougeole refait son apparition en France à cause du retour de voyageurs contaminés. Depuis le Maroc, 39 cas ont été importés depuis 2024. 26 personnes ont terminé à l'hôpital. Aux États-Unis, la rougeole a frappé plus violemment puisqu'un enfant est décédé. Le département du nord de la France est le plus touché et rappelons que la maladie peut se répandre chez les enfants mais aussi chez les adultes. Santé publique France précise, je cite, que cette situation est particulièrement préoccupante en période de vacances scolaires où les déplacements et les regroupements familiaux peuvent favoriser la propagation du virus. Si le dernier décès causé par la rougeole en France remonte à 2019, ce début d'année est marqué par une augmentation progressive des cas. Alors l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France encourage à la vaccination et précise qu'elle reste obligatoire pour les nouveau-nés depuis le 1er janvier 2018. Toutes les informations sont à retrouver sur le site santépublique.fr. On se rend désormais au cimetière de Morières-les-Avignon dans le Vaucluse où une mère de famille a demandé le respect de la tombe de son fils dans une lettre ouverte. En effet, elle précisait dans cette lettre ouverte, les plantes sont coupées au ras des pots. C'est la 3e fois que ça arrive. On a déjà interpellé 2 fois les services publics pour qu'ils interviennent en faisant cette lettre ouverte. Une maman a mis un petit mot en disant qu'elle aussi subissait des préjudices sur le lieu de recueillement de son enfant décédé et inhumé, juste au bout de l'allée du Mien. Marie, la mère de famille très choquée,
mosquée demande le respect de la tombe de son fils dans une lettre ouverte publiée sur sa page Facebook. Tombe déjà endommagée 3 fois en 1 an. Le maire de Morières-les-Avignon s'est engagé à visionner les images de vidéosurveillance et à redoubler de vigilance quant à la sécurité du cimetière. La mère de famille précise dans sa lettre ouverte que la profanation de sépultures est punie de 1 à 5 ans d'emprisonnement et peut encourager des amendes pouvant aller de 15 à 75 000 €. On termine ce journal avec une bonne nouvelle puisque les studios DreamWorks ont annoncé la sortie du dessin animé Shrek 5. Et oui, depuis 2004, les studios DreamWorks n'ont pas connu un plus grand succès que Shrek 2. Alors le retour du dessin animé phare s'est imposé comme une évidence et il semblerait, d'après la bande-annonce, que l'ogre le plus célèbre du monde doit désormais s'adapter au code des réseaux sociaux. Alors en attendant de connaître la suite des aventures de ce personnage, la sortie est attendue pour le 23 décembre 2026 au cinéma pour le plaisir des petits, mais aussi des grands. Merci beaucoup Louisa. Hausse des actes racistes ou antisémites, difficultés d'intégration et stigmatisation à l'école comme au travail. La question de l'identité reste prégnante en France aujourd'hui, tout comme les enjeux liés aux origines ou aux migrations, même au sein des familles. On en parle tout de suite avec notre invité. Shigeki Anangila, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de cette revue, la revue Phase B, revue toute nouvelle qui vient de sortir, la revue qui célèbre nos héritages culturels. Elle paraît aux éditions Face Cachée. Vous l'avez cofondée avec Tuan Wong. Merci d'être avec nous. Le premier numéro est consacré à la langue, quand la langue raconte nos identités. Mais avant cela, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on revienne peut-être aux prémices, peut-être que vous allez me dire si c'est des prémices ou pas d'ailleurs, hein, mais cette revue avec le média B-Side, créer du contenu autour de l'identité, de la diversité, c'était un besoin aussi de faire parler, d'archiver, d'avoir des récits en fait. Oui, totalement. Donc l'idée nous est venue fin 2020. Donc pour recontextualiser, c'était une période assez complexe, notamment c'était la période du Covid. Ouais. Donc déjà nous, dans notre famille personnellement, on avait perdu aussi parmi nos aînés des personnes. C'était aussi le regain, on va dire, de l'intérêt autour du racisme, à la fois envers les personnes noires suite au décès de George Floyd, et à la fois envers les personnes asiatiques suite justement à tout le racisme anti-asiatique qui est ressorti suite au Covid. Donc on était un peu à l'intersection d'un enjeu d'archiver des récits de personnes de nos aînés en fait issus de l'immigration qui on a réalisé qu'en fait une grande partie de notre identité, notre culture reposait aussi sur elles et cette identité, cette culture pouvait être aussi un peu fragilisée par la migration. Donc le fait de voir nos aînés particulièrement touchés par le Covid, il y avait aussi un enjeu de en fait, toutes ces histoires, il faut on les récolte et qu'on les raconte. Et à la fois, toutes ces questions autour de la question d'antiracisme nous a donné aussi envie de se dire, en fait, on parle tout le temps d'immigration, c'est toujours présent dans les débats publics et médiatiques, mais en fait, on laisse jamais on laisse jamais la parole, aux principales personnes concernées. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on va faire des vidéos pour laisser parler les personnes issues de l'immigration, pour qu'elles puissent raconter leur parcours et leur expérience en France. Mais comme un besoin finalement quand je parle d'archives, de récits en fait, d'histoires racontées, peut-être que est-ce qu'il y a une sorte de silence qui s'est muré aussi autour finalement des migrations et du passé. Je parle pas du présent pour l'instant. Ouais. Hein. Ouais. Oui, totalement. Et on peut dire que c'est en deux temps à la fois un silence collectif parce que c'est une histoire finalement qu'on raconte peu à l'échelle collective, mais aussi un silence à l'échelle intime. On s'en est rendu compte quand on faisait des interviews parce qu'en fait, on allait auprès des personnes qu'on interviewait, donc chez elles. Et au départ, on avait vraiment envie d'interviewer plutôt la génération de nos parents. Et en fait, c'était marrant parce que souvent, les personnes nous disaient, mais en fait, j'ai rien à raconter, j'ai rien à dire. Et même quand on arrivait à les toucher en passant par leurs enfants, par exemple, ils me disaient, mais en fait, en assistant au tournage, j'ai appris des choses que mes parents ne me disaient même pas, en fait. Donc ça a permis aussi de lever certains tabous et de mettre aussi en lumière, en fait, les histoires extraordinaires qu'il y a à travers ces parcours de migration. Et cette mise en lumière aussi, de dire, à un moment, quand on migre quelque part, il y a une volonté peut-être d'effacer finalement une forme de culture, la culture d'avant.
Je dirais pas qu'il y a forcément une volonté d'effacer, mais je dirais qu'il y a une nécessité de s'adapter pour survivre dans un environnement qui est assez hostile et qui fait que des personnes sont obligées, pas toutes, mais en tout cas une grande majorité sont obligées ou se sentent obligées justement d'effacer une partie de leur identité pour répondre à cette injonction à l'assimilation en fait. Et c'est ça qui fait que ça plus l'effet traumatique, parce qu'on parle pas beaucoup du trauma lié à la migration. Mais que ce soit la question de la séparation à sa terre, à ses proches, la question du voyage aussi qui est plus ou moins difficile selon les personnes, ben ça crée vraiment un traumatisme migratoire qui aussi incite aussi au silence. Incite au silence. Ce silence, justement, vous tentez de le briser grâce à cette revue qui est vraiment remarquable. Oui, vraiment. Face B, à acheter dans toutes les librairies, sur Internet, sur leur site. Enfin, on la trouve partout. Et c'est donc le numéro 1. Il y aura bien sûr d'autres numéros à venir, je l'espère. C'est mensuel? C'est quoi C'est annuel. Annuel. Moi, je suis motivée, moi. Là, il va falloir booster. Bon, en tout cas, ce premier numéro, donc pour l'instant 2025, quand la langue raconte nos identités. Justement, la place de la langue. Pourquoi avoir choisi ce thème? Cela permet de parler d'immigration et d'identité, précisément la langue. Oui, en fait, on s'est dit, c'est un thème déjà sur lequel on avait déjà travaillé, donc c'est pas non plus totalement tombé du ciel. Et justement, en travaillant dessus, on a réalisé à quel point il cristallisait les différents enjeux qui sont liés justement à la question de l'immigration, de l'identité et de la transmission culturelle. En fait, en faisant notamment des vidéos en coproduction avec le média à l'intersection d'Anna Zaïf, on a récolté des témoignages d'une dizaine de personnes. Et ces témoignages mettaient beaucoup en lumière le fait qu'en fait, la langue, c'est pas juste un outil de communication, c'est un vecteur de transmission culturelle, de transmission aussi identitaire, de sentiment d'appartenance, de légitimité ou non. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont centrales quand on parle d'immigration. Renoncer à parler sa langue d'origine, c'est aussi raconter. Alors il y a les deux, évidemment. L'idée de vouloir au contraire maintenir sa langue au sein de la famille. Et puis renoncer, on va parler d'abord de ces familles qui font ce choix-là. C'est un choix qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours opéré par la famille, mais parfois par ceux qui entourent la famille, qui sont disons des précepteurs de la bonne idée de parler la langue du pays en fait. Pourquoi cela ? Pourquoi il y a une rupture de transmission? Je pense que c'est aussi lié à ce que j'évoquais tout à l'heure, donc cette question de l'assimilation en fait. Quand des personnes arrivent sur le territoire français venant de l'étranger, on attend d'elles qu'elles rentrent en fait dans ce moule assimilationniste et qu'elles délaissent un petit peu leur spécificité culturelle de leur pays d'origine pour totalement embrasser celle du pays d'accueil. Et en fait, cette injonction qui empêche en fait quelque chose qui est totalement possible, c'est-à-dire au contraire le rassemblement de ces deux identités, de ces deux cultures, créer une forme de division, on va dire, en interne. On se sent obligé d'effacer une partie de soi pour totalement être intégré, être accepté par la majorité. Et la langue, ça a été un des éléments qui a été un peu emblématique de ce processus, notamment parce que, par exemple, via l'école, on en parle, des personnes, donc des professeurs notamment, disaient aux parents de ne pas parler la langue d'origine à leurs enfants pour pas qu'ils aient des retards de langage. Et c'est une idée notamment qu'on déconstruit totalement, notamment avec une orthophoniste, parce que le bilinguisme ne crée pas en fait de retard de langage. Donc il y a à la fois cette injonction que ces personnes peuvent ressentir une fois arrivées ici et qui va être renforcée par des institutions qui font aussi force d'autorité, comme par exemple l'école. Ça peut être aussi, il y a eu des témoignages c'est plus dans le milieu médical avec des pédiatres par exemple. Donc il va y avoir tout un système qui va pousser à l'assimilation et donc au rejet d'une partie de sa culture. Vous racontez votre voyage avec votre père au Congo, où pour la première fois vous découvrez une partie de la famille, je crois surtout votre grand-mère, c'est ça, votre grand-mère, et vous racontez être noyé dans le flot des émotions finalement sans comprendre les mots, parce que vous ne parlez pas la langue, et vous racontez cette émotion, je veux pas divulgacher, mais c'est très fort parce que cette envie de partager quelque part, et on se dit mais finalement si j'avais les mots, ce serait tellement plus simple. Ouais, c'est très particulier ce sentiment d'être à la fois très proche de quelqu'un, parce que là, en l'occurrence, c'est ma grand-mère et elle a pris beaucoup de place dans ma famille, donc j'en ai entendu parler depuis longtemps. Je la connaissais sans la connaître.
Et donc d'avoir cette relation de proximité et cet amour pour une personne avec qui finalement on ne peut pas communiquer avec les mots. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très violent parce que ma grand-mère, c'est pas énormément de générations avant, donc on réalise qu'en une génération, en fait, il y a un lien énorme qui peut se perdre. Et c'est là où on voit que justement cette pression à l'assimilation que j'évoquais, elle a un impact pas que sur la vie sociale, mais aussi sur ce qu'il y a de plus intime en fait dans nos vies, et c'est ça qui est le plus difficile. Connaître les mots, les nuances, précisément en fait les synonymes, les antonymes, enfin tout ce qui font la culture d'une langue, c'est aussi effectivement connaître sa propre culture, son histoire. C'est aussi ça, se raconter à travers les mots. C'est ça, c'est connaître sa culture, et comme mon récit le montre, c'est aussi connaître sa famille en fait, parce que du coup ça crée quand même un énorme fossé relationnel, même si je pense qu'il y a d'autres manières de connecter avec les gens qu'à travers la langue. Mais c'est vrai que ne pas être en mesure de s'exprimer, parce qu'à travers la langue, c'est tout un écosystème, c'est un sens de l'humour, c'est des expressions, c'est une manière de penser, de réfléchir, que du coup on n'est pas en mesure de partager avec des personnes qui sont très proches de nous. Et vous appelez ça la langue qui nous délie. C'est vous qui avez choisi ce titre? Ce titre-là, non, c'est pas moi. Pour le coup, je dois l'avouer, je suis très mauvaise en titre. On a une personne dans l'équipe qui est vraiment excellente, qui s'appelle Fenda, et qui trouve des titres incroyables. En revanche, vous l'avez validé. Oui. C'est encore une façon de dire que finalement, ça délie aussi ce besoin de communiquer, ce besoin de retrouver cet attachement aussi avec son pays d'origine. Oui, totalement. Et c'est justement la question qui est posée dans ce chapitre. C'est vraiment la question de la rupture en fait des liens. C'est aussi rompre un lien. Et ce qu'on a voulu mettre en exergue dans ce chapitre, c'est le fait que la langue, c'est aussi une forme de connexion au sien, à ses proches, à ses racines et à ses identités. Oui, puis ce moment qui peut paraître par moments un peu violent, en tout cas un peu brutal, comme ça, arbitraire, où votre père vous pointe du doigt, et là vous comprenez finalement qu'on parle de vous. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est assez particulier d'être présente, de vouloir interagir avec les personnes et de devoir se concentrer pour capter tout ce qui est en mesure d'être compréhensible, vu qu'on comprend pas la langue, pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et comment, à quel moment aussi on est censé interagir, quoi. Un autre témoignage, quand on parle de précision de la langue, c'est-à-dire une notion de vocabulaire qui change tout effectivement dans la conversation. Sarah, qui est libanaise, qui raconte: j'ai l'impression de ne pas assez bien maîtriser la langue française pour être française, ni le libanais pour être reconnue comme libanaise, qui est un dialecte qui est un peu différent des autres. J'ai souvent l'impression de ne pas être légitime ou d'être une fausse libanaise, c'est comme ça qu'elle le dit. Bien connaître ma langue est une forme de validation. On est validé par les siens, par ses pairs. C'est ce qu'on a aussi essayé de déconstruire à travers la revue, notamment à travers le dernier chapitre. C'est de déculpabiliser les personnes en se disant que c'est pas parce que tu ne maîtrises pas ta langue d'origine que tu n'es pas légitime ou que tu n'appartiens pas à cette communauté-là. Donc c'est vraiment aussi la conclusion qu'on aimerait bien transmettre avec cette revue. Mais dans les faits, ce qui est réel, c'est que on ressent finalement le besoin légitime ou non d'être validé par les autres pour se sentir totalement appartenir. Et quand on parle d'appartenir à une communauté, il y a différents codes en fait qui nous permettent de nous sentir légitimes, et notamment la maîtrise de cette langue. Et le témoignage de Sarah, je m'y reconnais aussi totalement, parce que le fait de pas parler la langue d'un pays, c'est vrai que parfois on peut se dire mais quelle est ma légitimité? En quoi je peux me dire que j'appartiens à cette communauté alors que je ne suis même pas en mesure, si je me retrouve dans le pays, de communiquer avec la majorité des gens. Mais l'ouverture qu'on propose dans cette revue, c'est de dire en fait la langue, c'est un pan de la culture, un pan de l'identité, qui est selon nous hyper essentiel. Mais les parcours migratoires de chacun et de chacune fait que parfois cette langue n'est pas transmise, mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas apprise que ça délégitime totalement notre appartenance à cette communauté. Oui, ne pas connaître la langue, c'est l'impression de ne pas appartenir finalement à ce pays, à cette culture. Forcément, ça fait écho à toutes ces personnes qui sont en France, qui ne maîtrisent pas le français et qui arrivent souvent devant des cadres d'administration et avec une personne qui dit: vous avez bien compris le système, et c'est très bien décrit, je vais pas relever exactement les phrases, mais vous avez compris toutes les démarches administratives à faire, et les personnes se regardent en disant: non, j'ai pas tout compris, fatalement, comme on le serait tout à chacun.
C'est aussi ce que vivent les personnes en situation. Oui, c'est ça. Ici, Il y a une forme parfois, et c'est ce qu'on évoque dans un des récits, une forme d'infantilisation en fait. Et il y a une sorte d'association que les personnes, notamment de l'administration, peuvent avoir entre le fait que la personne ne maîtrise pas la langue, donc là, en l'occurrence le français, et son niveau d'intelligence ou de compréhension, alors qu'en fait, là pour le coup, c'est vraiment la question de la communication qui est en jeu, mais pas la remise en cause de l'intelligence de la personne, sachant que la personne, si c'était dans sa langue, elle comprendrait totalement, et c'est évident. Évidemment. Et donc forcément, les enfants qui doivent aussi tout traduire à leurs parents. Vous racontez cela aussi? Oui, totalement. En fait, il y a un double processus. Il y a à la fois l'infantilisation des personnes adultes, notamment liée au fait que au regard que peuvent porter sur elles les personnes dans l'administration. Là, on parle de la banque, ça peut être la préfecture, la poste, partout. Et en parallèle de ça, on va avoir un phénomène de parentification des enfants qui, eux, maîtrisent le français. Et donc, les parents vont se reposer sur l'enfant pour justement pouvoir communiquer avec l'extérieur francophone. Et ce phénomène crée une forte responsabilisation des enfants qui perdent aussi à ce niveau-là une forme d'insouciance et d'innocence parce qu'ils sont obligés d'être un peu le bras droit de leurs parents à un endroit où d'ordinaire ils ne le seraient pas. Forcément, ça nous intéresse aussi ce qui se passe à l'école, dans ces situations-là, la question de la langue. La diversité, pour vous, est-elle devenue un frein aussi à l'école? La diversité dans quel sens? La diversité, c'est-à-dire que le pluriculturalisme, les différences de langues parlées, est-ce que c'est devenu un frein pour vous? Est-ce que le fait que dans l'actualité, par exemple, ces lois immigration soient revenues sur le devant de la scène, crée des crispations, crée des mésententes, peut-être même des fausses crispations tout simplement, parce que pas connues, parce que pas entendues, parce que pas comprises? Totalement. En fait, ça revient aussi à l'essence des B-Side, parce que c'est vrai que là, la question de l'immigration, elle revient énormément, mais en réalité, ça fait un moment qu'elle est régulièrement à la une de l'agenda médiatique, et le fait qu'on laisse pas la parole aux personnes concernées, que lorsqu'on parle d'immigration, il y a toujours ce même discours de grosso modo les immigrés sont la source des principaux problèmes des Français. Je pense que c'est là où se situe la crispation et les tensions. Et évidemment, l'école, c'est un pan où ça se manifeste, mais en réalité, on arrive à un stade où ça se manifeste dans tous les pans de la société. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important de faire ce travail de proposition de nouveaux récits, de nouvelles narrations autour de cette thématique-là, pour montrer en fait justement la face B du monde, en fait l'autre face dont on ne parle pas et qui est pas centrée sur justement la création de faux responsables pour expliquer les problématiques de notre société. Et de fausses tensions, oui, évidemment. Pendant les cours de français, je cite, j'ai appris très tôt ce qu'était le mythe de minorité modèle. Moi aussi, je l'ai appris, je l'avoue. Celui qui distingue les bonnes des mauvaises immigrées, raconte la cofondatrice avec vous de FASB, Thuan Duong, pardon. Oui, effectivement, c'était important pour nous de parler de la question de la minorité modèle. Nous, c'était important, que ce soit dans FASB ou dans B-Side, de parler de toutes les diasporas, donc afrodescendantes et asiatiques, et notamment de montrer en fait cette hiérarchisation qui a été créée, qui mettrait d'un côté, grosso modo, les Noirs et les Arabes qui seraient les mauvais immigrés et les mauvais descendants d'immigrés, et les personnes asiatiques qui seraient elles les modèles à suivre parce qu'elles seraient soi-disant plus docile ou plus silencieuse ou plus. Mais établi par qui, pardon? Enfin, parce que moi je tombe des nues quand j'apprends ça. C'est un ressenti. Ce sont des choses qui sont affirmées par des personnes. Ce sont des historiens qui racontent ça. C'est plutôt dans le monde médiatique. Si vous regardez, il y a souvent eu justement cette comparaison entre les personnes noires et arabes qui seraient justement les personnes qui foutraient entre guillemets un peu le bordel en France et qui devraient prendre exemple sur les personnes asiatiques qui seraient justement beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus intégrées par rapport aux Noirs et aux Arabes. Elle parle des cours de français, c'est-à-dire qu'en fait c'est raconté et expliqué à l'école. C'est vraiment ce mythe de la minorité modèle. Ce qu'elle a vécu. Oui, totalement. Oh.
Oui, c'est réel. C'est assez terrifiant, mais je le vis avec vous. L'immigration, quand on en parle, évidemment, on parle de langue, de transmission, d'identité, de migration et d'immigration. C'est aussi parler donc du sentiment qui est ressenti parfois, le sentiment d'illégitimité. C'est ce qui est raconté, de la non-transmission et de la hiérarchisation. Encore une fois, on vient d'en parler, une minorité modèle. Cette hiérarchisation finalement des races, on en revient à ça? Dans les faits, oui, totalement, on le voit et c'est pour ça que c'était important pour nous déjà de créer des espaces où on peut mettre en avant les récits de différentes communautés et mettre en avant aussi les expériences communes qu'on peut avoir et alerter justement sur cette problématique de hiérarchisation raciale qui crée aussi des tensions et des formes qui, je pense, peuvent bloquer tout processus de justement travailler sur cette question antiraciste de manière collective. On a beaucoup de luttes qui nous ont touchés et marqués culturellement ici en France. Touche pas à mon pote, ça faisait partie des luttes très fortes qui nous ont beaucoup marqués. Évidemment, notre génération, vous et moi, j'imagine qu'on a à peu près le même âge, mais aussi, même les plus jeunes et bien entendu les plus âgés. Est-ce qu'on est revenu un peu du mythe de la France cosmopolite ? Qu'est-ce que vous voulez dire par peut-être que plus que jamais, finalement, c'est affirmé cette France qu'on aime et qui est diverse et pluriculturelle. Je dirais qu'en fait, dans les faits, la France, elle est cosmopolite, mais je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est un problème. Mais dans les faits, la France, elle est cosmopolite, ça date pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est que justement cette montée des idées fascistes et racistes fait que pour beaucoup de personnes, ça devient un problème, cette multiculturalité qu'il y a en France et qu'elles ne veulent pas l'accepter. Mais dans les faits, que les personnes ne l'acceptent ou non, c'est le cas en fait. Il y a aussi ce thème de la confiance en soi qui est raconté à travers les récits. Des récits qui sont nombreux. Alors, si vous le voulez bien, faites-le pour moi. Citez tous ceux qui ont participé, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Parce que c'est important quand même. Vous les connaissez bien? Oui, bien sûr. Donc, on a Anas Daïf qui a d'ailleurs sorti un livre récemment qui est vraiment incroyable à lire. François Aullac qui est un journaliste. Franck Lao qui a aussi sorti un livre que je recommande. Gaël Rapon, lui, il est photographe, donc il a bossé avec nous. Ina Hound, c'est elle qui a fait les merveilleuses aussi illustrations que vous pouvez voir. Maï qui est aussi autrice d'un roman graphique. Penda Fall qui fait partie de l'association et qui fait partie vraiment de l'équipe principale de Bissai et de Phase B. Sana Roukia qui est une journaliste et qui a aussi un magazine, donc c'est vraiment un honneur de l'avoir dans le nôtre. Selena Dahagé qui a fait toute la partie graphique de la revue, vraiment toute l'identité visuelle et qui est aussi un membre important de notre asso. Souba Manoaran Brunel qui a aussi une association qui travaille sur la question de la justice sociale via la justice climatique notamment. Et puis Tuan qui est cofondatrice avec moi. Je voulais les citer parce que c'est important quand même de raconter à quel point c'est un vrai collectif, que tout le monde est convaincu et qu'on a envie de partager, envie de transmettre encore une fois. C'est toujours l'idée de cette transmission, de raconter les émotions par lesquelles ils ou elles sont passés, par lesquelles ils continuent de passer, par cet enrichissement qui est la double ou la triple culture, bien entendu. Mais il y a toujours ce qui réside dans ces récits-là, c'est cette idée de confiance en soi ou de non-confiance en soi qui est sous-jacente. Oui, en fait, nous, le travail qu'on essaye de faire avec Bissai et du coup par extension avec Phase B, c'est aussi de travailler sur se réapproprier son identité, se réapproprier son histoire pour justement renforcer l'amour qu'on peut avoir pour soi-même et la confiance qu'on a pour soi-même. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans le rejet d'une partie de son identité, d'une partie de sa culture, on peut pas s'aimer pleinement et du coup, ça a un impact aussi sur la confiance qu'on peut avoir envers soi-même. Comment justement cette parole qui s'ouvre, cette parole qui se délie, lorsque vous avez partagé ces récits, c'est une façon aussi de pouvoir engendrer un premier récit, puis un second, puis un troisième. Est-ce qu'après, par exemple, avec votre famille, puisque vous l'avez vécu vous-même ou avec d'autres, vous avez eu envie peut-être d'écrire une histoire ou eux-mêmes de partager d'autres moments plus forts? En fait, déjà à la base, à l'origine de Bissai, il y a déjà deux volontés, on va dire, individuelles et de Tuan d'un côté et de moi, de raconter l'histoire de nos parents. C'est pour ça que
À la base, on parlait beaucoup de la génération de nos parents parce qu'on avait chacune, sans se concerter, l'envie de raconter l'histoire de nos parents. Et ensuite, en discutant, on s'est dit, autant le faire ensemble et élargir. Et du coup, on s'est intéressé à plein de familles et plein de personnes. Et c'est vrai que le fait d'entendre tous ces témoignages et de me nourrir de tout ce partage, ça m'a donné aussi, à titre personnel, envie de creuser encore plus mon histoire familiale et aussi de continuer ce travail d'archives, parce que je pense que quelque chose qu'on a vraiment réalisé, c'est qu'en fait toutes ces histoires, elles sont précieuses. On vient pour beaucoup d'entre nous aussi de cultures qui sont très dans l'oralité, et donc pour nous c'est vraiment important de pouvoir les récolter, de les avoir par écrit ou par vidéo par exemple, pour justement pouvoir les pérenniser et les transmettre aussi à notre tour. Oui, peut-être l'écrit aussi, c'est important pour certaines générations parce que ils sont pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux ou la vidéo, non? Oui, totalement. Et en fait, ce projet, c'est je pense, le premier projet que nos parents sont vraiment en mesure de comprendre, de littéralement même de palper, parce que c'est vrai que nous, on est essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc on fait de la vidéo, on a un podcast, on a une newsletter, donc c'est vrai que c'est très digital. Et une génération au-dessus, c'est pas trop là qu'elles vont nous retrouver, quoi. J'aimerais vraiment insister sur les photos de cette revue qui sont absolument dingues. Rappelez-moi le nom du photographe. Gaël Rapon. Voilà. Vraiment, vous les trouverez, mais qui sont très fortes et qui racontent encore une fois autre chose. C'est une autre forme d'art qui forcément parle, qui porte un message très fort aussi. Les écrits, bien sûr, mais aussi la photo, ces émotions qui sont impactées. Je passe du coq à l'âne, mais comme on a peu de temps, je vais parler un tout petit mot sur la francophonie. Ouais. Le sommet sur la francophonie et l'inauguration de la cité de Villers-Cotterêts par Emmanuel Macron, tout cela, est-ce que pour vous, ce sont des initiatives, je vais y arriver, qui sont porteuses? Porteuse de quoi exactement? Porteuse peut-être d'un sens qui va vers déjà la confiance en soi, l'envie de transmettre davantage, l'ouverture, ou encore une fois, c'est vouloir toujours se référer à une seule langue, qui soit une langue parlée partout. Pour moi, ce qui serait porteuse vraiment d'émancipation, c'est de laisser justement la place aux langues des différentes diasporas qui font la France, qu'elles aient la possibilité que ces langues soient aussi valorisées. On l'évoque notamment dans la revue, mais une personne qui va parler, je sais pas moi, le lingala et le français, et mettre ça sur son CV, ça va pas avoir la même valeur qu'une personne qui va mettre qu'elle parle français, anglais ou français, espagnol. Donc je pense que le vrai travail à faire, c'est justement de valoriser ces langues et puis de pouvoir mettre en place les dispositifs pour favoriser l'apprentissage et la transmission de ces langues. Lingala, c'est la langue du Congo. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur le plateau du Grand JT Chikegi Ndengila pour nous parler de Face B, la revue qui célèbre nos héritages culturels. Je vous la recommande, vous l'avez compris que j'étais fan, aux éditions Face Cachée. Merci. Bon, je sais que vous m'avez dit que c'était annuel, mais bon, je vais pas attendre si longtemps. Je veux bien le relire 4-5 fois, mais quand même. Merci à vous en tout cas. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il y avait pas de jeunes, il y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école.
le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action. C'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire hausser le niveau général des enfants de France. Deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir pour démarrer cette année divinement Marc Obéron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a déjà reçu sur School TV, sur ce plateau. Vous êtes fondateur du festival international le Cinema for Change. Ouais. C'est un festival qui est génial, dont on va parler évidemment dans quelques secondes. Juste avant cela, vous êtes producteur, Marc Obéron, et tout a démarré avec ce film dont le titre est 8. Ouais. Et je vous laisse le pitcher mieux que moi, mais je sais que c'est l'histoire de 8 réalisateurs. C'est gentil, parce que ça remonte c'est quand même magnifique, c'est-à-dire que c'est très rare d'avoir. On a en tête tous 8 femmes, qui est un très beau film. Ouais. On a en tête tous, en fait, ces exemples de producteurs qui ont essayé avec plusieurs réalisateurs. Ça n'a pas toujours été un succès, mais le vôtre, oui. Oui, il y a une particularité. En fait, moi, je me suis intéressé en 2000 à la campagne de Kofi Annan qui s'appelle les Objectifs de développement durable. Donc, à l'époque, il y en avait 8, maintenant il y en a 17. Et j'avais invité 8 réalisateurs à me dire comment ils voyaient le monde à travers ces sujets, en réalisant chacun une histoire qui les touchait. Et effectivement, l'aventure a été une longue aventure de 7 ans avec Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Wim Wenders. Sacré nom quand même. Et le dernier, super nom. Et Gaël Garcia-Bernal, bien sûr, voilà, tout à fait. Et quand je fais ça, c'est que je fais le tour parce qu'on a tourné un peu partout dans le monde, parce que chacun était plus ou moins à un endroit et on est parti tourner. Et chacun s'y est beaucoup investi et a tourné un court-métrage pour partager son point de vue. Et quand on a lancé le film, franchement, je savais pas où on allait. Moi, mon métier, comme vous l'avez dit, c'est de produire. J'ai fait ce film. Quand on l'a sorti, au bout de 7 ans, on l'a mis en ligne sur YouTube. On a eu 2,5 millions de gens qui sont venus le voir en un mois. Donc en 2010. Donc c'était Donc il y avait déjà une prise de conscience. On ne savait pas encore trop réellement ce qui se passait. On ne savait pas. On n'avait pas l'idée de la crise climatique réelle. On n'avait pas encore cette notion de se dire il faut absolument qu'on recompose avec une vie nouvelle, qu'on repense l'esprit, etc. Il n'y avait pas ce sentiment de réalité. Et puis surtout la sensibilisation et le côté éducatif qui nous intéresse particulièrement ici chez School TV. Oui, oui, tout à fait. Et puis moi j'avais juste ce sentiment que ce que je faisais était juste. Mais j'avais pas de calcul particulier quand je l'ai fait. Je savais juste que j'étais en phase et qu'il fallait que je continue. Et puis après, quand on a terminé le film et qu'on a eu 2,5 millions de gens, j'ai transformé ça effectivement pour continuer, parce que l'aventure était malgré tout belle. J'ai transformé le film en un festival. Voilà. C'était le temps presse, c'est ça? Qui s'appelait le temps presse. Non, mais vous savez tout. Le temps presse, et oui, mais non, mais ça veut dire déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que le temps presse, on a peu de temps effectivement pour faire basculer les choses, pour pouvoir transformer l'essai. Ouais, puis c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand on l'a appelé le temps presse, on était dans cet état d'esprit. Il y avait un truc, parce que ça peut être un peu anxiogène, le temps presse. Ça l'était. Mais en même temps, pas grand monde écoutait, donc on avait le sentiment un petit peu de se battre un peu dans le vent et de pas vraiment avancer. Et donc on poussait, et on était, c'est une bagarre. C'était pour moi le temps presse, l'époque du temps presse, c'était une bagarre. Et puis il y a 5 ans, on a créé un événement cinéma qui s'est appelé Cinema for Change, dont la presse a beaucoup repris le nom. Et je me suis dit que c'était un message, qu'il fallait qu'on vienne à quelque chose de plus accessible. D'où Cinema for Change. Ce Cinema for Change, ce festival, on va en parler justement. Alors, il se passe en 2 phases. La première, déjà, c'est la phase des longs métrages. Racontez-moi. Donc, ça aura lieu du 8 au 12 avril au Pathé Palace cette année. On va projeter à peu près 6 longs métrages qui seront suivis des débats. Donc, on est en train de finir la sélection, donc on va pas effectivement développer ça maintenant. Mais le principe, c'est on va au cinéma, on assiste à un film et c'est suivi d'un film le film va être suivi de la présence d'experts ou de personnalités influentes qui vont parler des sujets qu'on va traiter. Alors on a toujours bien sûr l'égalité femmes-hommes qu'on met toujours au centre
notre axe dans tous les sujets que l'on a. Mais voilà, on est en train d'ouvrir d'autres sujets cette année et on en aura plusieurs. Mais le développement durable aussi, quand même, est au centre oui, du mais festival. En fait, il y a un thème choisi, donné. En fait, le thème, c'est l'engagement. Alors, c'est extrêmement large. C'est tout ce qui va avoir un impact sur vous et sur moi dans nos vies. Donc, c'est extrêmement large. Mais en fait, c'est tout ce qui a un impact qui va nous permettre de mieux vivre notre vie ou de la subir. Ça s'appelle les objectifs de développement durable. Alors, c'est très institutionnel. Il y a 17 sujets. Mais voilà, on va parler de paix et justice. On va parler de l'environnement, de la biodiversité, de l'impact du climat sur les océans et les mers. On peut parler de la qualité de l'air. Enfin, c'est tous les sujets qui aujourd'hui ont un impact. Moi, je m'y intéresse et j'utilise l'émotion des films pour éveiller les consciences et embarquer les gens, mais surtout utiliser l'émotion pour que les gens passent un bon moment, parce que c'est du cinéma, je suis producteur, j'adore mon métier. Oui, vous avez donc raison. on commence par ça, et après on embarque les gens dans un débat avec des gens, parce que j'ai pas leur expertise, et on a la chance d'avoir des gens qui ont une connaissance extraordinaire sur certains sujets, et ils viennent le partager. Donc ça, c'est la partie cinéma. Juste par rapport à cette partie-là, ces réalisateurs, c'est vous qui allez les chercher, c'est eux qui viennent vers vous, comment ça se passe? Quand on est engagé, justement, quand on a envie de défendre des idées via le cinéma, comment s'opère cette alliance? Alors ça fait 20 ans que je fais ça. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on travaille surtout avec les distributeurs et ils savent ce qu'on cherche. Et puis nous, on cherche aussi, parce qu'on regarde ce qu'il va y avoir aux Oscars qui va arriver là, on va regarder ce qui va arriver à Berlin. On n'aura pas les films qui vont aller à Cannes parce qu'on ne pourra pas les avoir, on est avant. Mais voilà, mais donc on va aller effectivement chercher, et puis on va aussi chercher des films qui sont déjà sortis, qui font partie de la vidéothèque mondiale du cinéma, pour lequel on va, je peux juste vous en dire un, et puis je n'en dirai pas plus, on va projeter Le Grand Bleu pour parler de l'impact du climat sur les océans et les mers. Fantastique. Donc voilà, donc du bon cinéma, un bon kiff autour de ça, et puis à côté on fait venir des gens qui connaissent extrêmement bien le sujet, et on va expliquer aux gens pourquoi effectivement les phénomènes qu'on a aujourd'hui arrivent, et pourquoi les tempêtes sont plus importantes, pourquoi il y a des cyclones plus importants, voilà, pourquoi tout ça nous arrive aujourd'hui. Ça, c'est côté long métrage, qui est déjà une partie très importante et formidable, parce que c'est encore une fois sensibiliser, voilà, le grand public au développement durable, à tous les sujets d'engagement dont on vient de parler, notamment l'égalité homme-femme, vous l'avez dit. Il y a aussi ce festival qui reçoit donc des courts-métrages. Combien de courts-métrages reçus? Alors on en reçoit à peu près 300 chaque année. On a créé un comité de visionnage maintenant qui est externe, parce qu'on a 3 catégories. On a des enfants, des collégiens, lycéens et des étudiants qui participent. La particularité, c'est que les jurys de la compétition court-métrage sont les élèves dans les écoles. Ça se passe pas pendant le festival, ça se passe en ce moment, ça a commencé. Du 2 janvier au 31 mars, les élèves dans les écoles vont visionner les courts-métrages. Ils vont visionner, ils vont voter et puis participer à c'est génial, en fait, vous les rendez complètement acteurs finalement de leur propre choix de société. C'est-à-dire acteurs de ce qu'ils voient, acteurs de ce pourquoi ils votent. Et donc de l'engagement majeur qu'il va y avoir. Oui, aussi. on essaie surtout aussi de leur alors on utilise, c'est la force de l'image, parce que je pense que les films qui viennent avec de l'émotion sont extrêmement inspirants, donc ils se projettent dans les personnages et donc ces histoires vont rester plus longtemps chez eux. Et puis surtout, ce qu'on veut absolument leur transmettre, c'est leur montrer d'abord qu'on leur fait confiance, parce qu'ils deviennent jury. Ouais. Et qu'un jour, voilà, et que même s'ils sont jeunes, ils sont petits citoyens, et donc ils sont petits citoyens, mais exactement, et que par rapport à ça, justement, futurs votants, l'idée du vote et de la valeur du vote, pour nous, est essentielle, parce que ça nous permet effectivement de leur dire que ils ont un pouvoir dans notre société aujourd'hui. Donc ça veut dire que si un établissement, un chef d'établissement, des professeurs regardent notre échange, et ils sont nombreux évidemment, on le souhaite, grâce au QR code qui va s'afficher, je l'espère, eh bien ils vont pouvoir, notamment ou le lien, eh bien ils flashent et ils peuvent effectivement vous joindre, se connecter et récupérer. Ils s'inscrivent, c'est gratuit, ils peuvent aller sur cinemaforchange.org s'ils n'arrivent pas à et ils vont dans la partie prix jeunesse. J'ai une classe, j'ai une école, je m'inscris, c'est gratuit, c'est de maintenant au 31 mars, ils peuvent faire participer leur école ou leur classe, et c'est extrêmement simple. Et surtout que ces films, on est d'accord, Marc Oberon, permettent des discussions en classe, qui sont des discussions qui rentrent dans le cadre finalement du programme scolaire. C'est-à-dire que ce sont des discussions qui s'opèrent sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur le développement. C'est tellement ça. C'est toute l'idée en fait. C'est d'amener, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est aussi leur permettre de prendre conscience du pouvoir qu'ils peuvent avoir par le dialogue.
c'est que grâce au dialogue, ils peuvent effectivement gagner ou tout simplement franchir des niveaux de relation avec les autres. Donc l'idée du dialogue, l'idée de la responsabilité, l'idée de la citoyenneté, l'idée de la République est vraiment au centre de nos sujets. C'est bien de remettre ça au centre du sujet, comme vous le dites. Je le dis quand même, je crois que c'est de nombreux pays francophones, beaucoup en Afrique. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est pas un festival... Alors, les festivals nationaux sont formidables, bien sûr, mais là, on est vraiment sur un festival international. Ouais, on a plus de 17 000 élèves qui ont participé à la dernière édition dans 21 pays francophones. Ouais. Pour l'instant, on n'est que francophones. Je cherche les sous pour avoir plus, pour qu'on soit plus présent en Europe. Mais en tout cas, l'idée, c'est que déjà, on a 17 000 élèves. Là, on s'attend à dépasser les 20 000 élèves, voire même plus. Et puis, la belle histoire, c'est que ça fait 14 ans qu'on fait ça. Donc, d'année en année, l'addition de tout ça fait que cette année, on va dépasser les 100 000 élèves qu'on a sensibilisés à tous ces sujets par le cinéma, par l'éveil, par la discussion, par le dialogue. Et puis, je peux vous assurer, on pourra en faire quelques-uns. Puis la petite histoire aussi, j'en profite. J'ai commencé avec un de mes enfants, ils étaient 30. Et aujourd'hui, voilà, ils sont plus de 20 000 à participer dans une vingtaine de pays. C'est pour dire, c'est pas... Bravo. C'est le sujet qui est fort. Je ne peux que dire bravo. On rappelle juste les dates et on rend l'antenne parce que je vais me faire tuer. Les dates du festival. Du 8 au 12 avril. Ouais. Et puis les inscriptions, c'est maintenant et pour participer jusqu'au 31 mars. Voilà, le QR code qui s'affiche une nouvelle fois. Merci beaucoup Marc Obéron d'être venu de m'avoir reçu sur le plateau du Grand JT, fondateur du Festival international Cinéma for Change. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique aujourd'hui, vous nous parlez de la 50e cérémonie des Césars tant attendue et du nouveau règlement de l'Académie pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et oui, ce soir, grand moment pour le cinéma français puisque la cérémonie des Césars en direct de l'Olympia fête ses 50 ans, présidée par Catherine Deneuve et présentée par l'acteur Jean-Pascal Zadi. Mais cette année, une nouvelle mesure vient renforcer le règlement puisque tout membre accusé par la justice de violences sexistes ou sexuelles pourra se voir exclure, voire suspendre de l'Académie. Mais avant de vous en parler plus en détail, Virginie, je propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Évidemment. Cette 50e cérémonie. Jean-Pascal en plus. Vous allez voir, elle met en avant les acteurs qui n'ont jamais reçu de César, un peu sous la forme, vous savez, de réunions d'anonymes. On regarde. Bon, parce que vous n'avez jamais eu de César que vous allez faire des têtes de déprimés comme ça. En tout cas, moi, je suis là pour vous écouter. Et bienvenue à tous au César anonyme. Applaudissez-vous, allez. Géraldine Nakache. Pardon. On sait. Moi, ça fait 13 ans que je viens dans ce groupe de parole, l'année d'après Tout ce qui brille, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Je vais beaucoup mieux, donc je suis contente parce que... Après, là, je vais pas vous mentir, à cette période-là, j'ai quand même un petit peu mal au bide. Mais, j'ai pas encore fait de crise de tétanie. Et franchement, ça va, quoi. C'est bien. Bravo. Donc, merci beaucoup. Bravo. Oh là là, vous me frustrez, je voudrais la voir en entier cette bande-annonce. Je vous encourage, elle est hilarante. Mais évidemment, forcément c'est hilarant. Bon, vous le disiez en début de chronique, chère Louisa, la cérémonie des Césars 2025 fait peau neuve, justement, et là on va peut-être un peu moins sourire, ou alors sourire pour la suite, sur la question des violences sexistes et sexuelles. Parce que j'imagine que vous vous en souvenez, Virginie, en 2020, lorsque Roman Polanski, le réalisateur, a reçu le César pour la meilleure réalisation de son film J'accuse, alors qu'il était accusé de viol sur mineur et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Ceci avait entraîné le départ, la révolte de l'actrice Adèle Haenel qui avait crié durant la cérémonie « C'est une honte », on le voit sur la photo. Ça restera un moment marquant, historique, qui sans doute aura fait bouger les lignes et encouragé à mettre de nouvelles mesures en place concernant les menaces sexistes et sexuelles. 2025, l'Académie des Césars évolue et a annoncé, je cite, « En cas de mise en cause judiciaire d'un membre pour des faits de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel, le bureau de l'Académie constatera la suspension du droit de vote du membre jusqu'à l'issue de la procédure en cours ou son exclusion jusqu'au complet accomplissement de la peine en cas de condamnation définitive. » C'est donc un pas de plus vers cette académie, souvent jugée élitiste et manquant de diversité. Mais c'est pas la première mesure prise par l'académie. En effet, il y a 2 ans, l'académie a déjà mis en place une mesure dite de non-lumière, c'est-à-dire qu'un membre accusé par la justice de violence sexiste ou sexuelle
peut recevoir son César, mais n'assiste pas à la cérémonie et encore moins aux autres actions promotionnelles, à la fois pour attendre la décision de la justice, mais aussi afin de respecter les victimes. Ces mesures sont évidemment de bonnes nouvelles, car quand le cinéma s'y met, c'est toute la société qui est positivement impactée, et c'est tout là le pouvoir de la culture. C'est en prenant le problème à la racine que l'on éduque au bon comportement. On parle ici d'éducation, ce n'est pas sans rappeler le nouveau programme de l'éducation nationale concernant l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui entrera en vigueur dès septembre 2025 de la primaire au lycée. Alors, est-ce que vous nous rappelez justement en quoi consiste ce programme ? Tout à fait, mais avant cela, 2 chiffres importants. Rappelons que toutes les 3 minutes, c'est un enfant qui est victime d'agression sexuelle et que 2,3 millions de mineurs sont exposés à de la pornographie chaque mois. Ce programme de la primaire au lycée permettra d'éduquer, d'aborder les questions du consentement et des discriminations, des formes de violences sexistes et sexuelles et enfin d'éduquer aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes. Conclusion, éduquer tôt, c'est transformer la société dans son ensemble et sans éducation et sans culture, eh bien, il n'y a pas de transformation, pas de changement. 2025, nouveau code, nouvelle cérémonie. On espère que tout ceci permettra de tendre vers le mieux. Et en attendant, je vous souhaite une belle cérémonie, belle 50e cérémonie. Oui, à voir, sans conteste. Merci beaucoup, Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. C'est que vous dites finalement les fous ne sont pas ceux qui font des enfants, mais ceux qui contribuent à leur rendre le monde inhabitable. Donc en fait l'ennemi, c'est pas les parents, c'est pas encore moins les enfants. Oui. J'allais dire, c'est le système. Oui, je trouve que le débat autour de faut-il avoir des enfants ou non aujourd'hui, c'est un débat qui est très clivant. Je me rends d'autant plus compte maintenant que le livre est sorti, c'est que c'est très virulent, surtout dans les collectifs écologiques militants. Parfois, quand un militant ou une militante a un enfant, alors surtout les militantes, quand elles ont des enfants, elles sont parfois regardées un peu de travers. Je trouve ça assez dangereux parce que ça divise, alors qu'on a plutôt intérêt à s'allier aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, surtout que si on décide de faire sans les parents, on se passe quand même d'une grande partie de la population. Et puis je trouve que ça individualise beaucoup le changement, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui la vraie question c'est pas est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire des enfants, c'est dans quel monde est-ce qu'on va les faire grandir. Et en fait, dans tous les cas, il faut absolument qu'on change de modèle de société pour qu'il soit compatible avec les limites planétaires. Et vous citez notamment Emmanuel Pont, un chercheur, qui dit de toute façon, ne pas faire d'enfants, ça ne résout pas le problème. Enfin, ça résout un tout petit bout du problème. 3% des émissions cumulées, si on divise le nombre d'enfants, la population par 2 d'ici 2100. Donc oui. On se dit, bon, oui, ok, 3% c'est mieux, mais c'est pas non plus... C'est pas la réponse, quoi. Non, je pense que le véritable problème à ne pas faire d'enfants aujourd'hui, c'est pas tant que ça les émissions carbone, parce que, bon, voilà, comme vous l'avez dit, les chiffres révèlent que finalement ça changerait pas grand-chose. C'est plutôt l'avenir de l'enfant qu'on met au monde. C'est plutôt ça l'argument qui revient le plus souvent. Néné, c'est une femme donc dans des villages qui est très déterminée, qui s'enfuit pour recevoir une formation contre le gré de son mari. Quel a été l'impact pour elle, vous le savez, aujourd'hui, à plus long terme ? En fait, elle a fait une transformation essentielle pour nous, en tout cas qu'on a compris, c'est qu'elle a compris par elle-même, parce que c'est elle qui l'a vu, que finalement le grand changement qui pourrait vraiment aider les femmes, c'est pas tant les lumières et les panneaux solaires que l'éducation. L'éducation, oui. Et ça, on a presque cette sensation avec Antoine qu'elle l'a compris, pas avec nous, bien sûr, on n'a pas cette prétention-là, mais on a assisté à ce moment où elle a dit non, mais en fait, ce qui pourrait changer notre avenir à nous, parce que c'est l'éducation, parce que ça permet aux filles de pouvoir dire non, si elles savent lire et écrire et qu'elles ont 12 ans, de pouvoir dire non à un potentiel mariage. Et parce que sinon, la mère de famille ne peut rien dire dans cette tradition-là. Si le père décide de marier sa fille, elle ne pourra rien dire. Mais on peut même pas tant on n'a pas à juger, parce que Néné nous explique très bien aussi que tant qu'il n'y a pas d'école dans ces villages-là, et qu'une jeune fille qui commence à avoir 10, 11, 12 devient prépubère, pubère, et que elle n'a pas d'amoureux, elle n'est que sous la protection de ses parents, et bien les parents ont peur qu'elle se fasse agresser par d'autres hommes. Donc pour eux, c'est une sorte de système de protection. Qui les protège. Exactement.
L'entreprise Clone Robotics en Pologne a conçu un robot avec des muscles artificiels qui imitent les mouvements humains. Jeanne Dreyfus en parlait dans sa chronique il y a quelques jours. Pourquoi on cherche autant à copier justement un animal ou un humain quelque part dans la robotique aujourd'hui? Moi, je pense que c'est Alexandre. surtout pour faciliter l'interaction homme-robot, homme-machine, qui est quand même extrêmement importante pour démocratiser aussi l'usage de ces robots-là. Ouais. Si on vous met un robot qui ressemble à un humain, vous avez peut-être tendance à l'accepter un peu plus facilement. Surtout si on rajoute à ça un LLM qui va pouvoir vous parler de manière humanoïde aussi. D'accord. Donc l'un va avec l'autre pour moi. Et ça permet de, pourquoi pas aussi produire, alors là on parle de robots humanoïdes pour chez nous entre guillemets, mais ça peut être aussi intéressant pour les usines, pour l'armée, pour pas mal d'autres choses aussi. Lisa, vous partagez pas du tout cet avis, j'ai l'impression. Alors, robot humanoïde, vous n'êtes pas fan. C'est pas que je partage pas, parce que je pense qu'effectivement c'est soit noir, soit blanc. C'est-à-dire que soit effectivement ça permet une plus grande acceptation sociale, soit au contraire ça rebute complètement les gens parce qu'on rentre dans quelque chose d'un peu dystopique de les robots vont prendre le contrôle, ils vont être plus humains que les humains. Donc ça peut aussi avoir un côté un peu rebutant. Ouais. Après le fait de vouloir faire de robots humanoïdes, c'est ce qu'on appelle des produits biomimétiques. Ouais. Donc on imite effectivement le corps humain. Et là, ça a plusieurs intérêts, notamment sur le fait que les robots sont supposés gagner en agilité. Faire des mômes n'empêche pas d'être écolo, mais souvent ça n'empêche surtout pas la maman d'être écolo. Beaucoup de choses pèsent quand même sur les mères, et ça vous le dites, on a beau être écolo, on a beau être féministe, tout n'est pas encore tout à fait égalitaire. J'ai pas calculé, mais je pense qu'il y a bien 70% des répondants qui sont des répondantes. Dans ce livre, c'est beaucoup des femmes qui ont répondu quand même à mes questions. C'est assez difficile de conjuguer aujourd'hui combat féministe et combat écologiste. Alors, ça s'allie, il n'y a pas de souci, mais par exemple dans des logiques de maternage proximal, donc tout ce qui est... Voilà, expliquez-nous le maternage proximal alors. Alors le maternage proximal, c'est cette manière d'être très proche de son enfant tout le temps. Donc les 3 piliers, ça va être le cododo, donc dormir avec son enfant, le portage plutôt que la poussette et l'allaitement long. Donc ça implique quand même à la mère de rester très souvent avec son enfant, en fait tout le temps. C'est-à-dire qu'elles sont tout déjà le temps... la défense, là, par la force des choses, c'est elle. Oui, voilà. Les deux autres, ça peut ne pas être elle. Oui, et d'ailleurs j'ai rencontré des pères qui sont très impliqués aussi, qui prennent leur part au maximum pour qu'il y ait une sorte de 50-50. Alors c'est très compliqué dans les premiers âges. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce féminisme-là, il essaye de s'exprimer autrement. J'ai rencontré beaucoup de femmes, et c'est aussi ce que j'ai ressenti moi devant ma mère, qui se réapproprient leur corps à travers le maternage proximal. Donc à travers par exemple l'accouchement à domicile qui précède, donc il y a beaucoup qui accouchent chez elles de manière pas du tout assistée médicalement parlant, donc vraiment elles ressentent l'accouchement. Et après en termes d'allaitement, en fait leur corps devient une sorte d'outil de lutte contre ces systèmes capitalistes qui nous vendent du lait en poudre, qui en plus est souvent ça déforeste quand même pas mal de fabriquer du lait en poudre. Dans donc ça des devient bidons en plastique, voilà. Dans des donc c'est un outil, finalement ça devient une sorte d'arme, et en plus elles sentent une réappropriation, et ça devient pour elles une lutte féministe aussi. Et pourquoi ce choix de former les femmes plutôt que les hommes? Il y a 2 raisons. Au tout début, ils formaient aussi des hommes, et ils se sont rendus compte que en général les hommes revenaient pas dans les villages parce qu'ils partaient avec ce savoir, et voilà, les femmes sont attachées à leur village, elles ont leur famille, leurs enfants, et elles reviennent. Et la deuxième raison, c'est pour aussi l'émancipation des femmes. Et voilà, parce qu'on voit que c'est des sociétés quand même très très paternalistes, que ce soit ici ou ailleurs. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on veut essayer de rééquilibrer ce qui marche un tout petit peu, mais voilà. En tout cas, c'est un début. 1 million de téléchargements en quelques jours seulement. C'est l'incroyable succès de l'application Le Chat, l'intelligence artificielle développée par Mistral AI. On en parle avec vous, Lisa. Alors Le Chat, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la toute dernière IA générative made in France développée par Mistral AI. Comme vous le rappelez, Philippine, c'est une start-up qui a fait parler d'elle ces derniers mois avec Le Chat, justement, son intelligence artificielle multimodale. Mais Le Chat, c'est surtout et c'est désormais une application lancée début février, et elle a déjà dépassé
dépassé le million de téléchargements sur iOS et Android. Un véritable carton. Incroyable. Alors comment on explique un tel succès et surtout en si peu de temps? Eh bien, plusieurs facteurs ont joué en faveur de Mistral AI. D'abord, le timing savamment choisi, puisque l'application a été lancée juste avant le sommet sur l'intelligence artificielle, où elle a bénéficié d'une très belle visibilité. Ensuite, le chat propose des fonctionnalités très attractives. On peut lui poser des questions, générer du texte, des images, coder des applications ou même créer des jeux vidéo. Et puis, l'application a joui surtout d'une bonne réputation, notamment sur la rapidité avec laquelle elle fournit des réponses aux utilisateurs. Un véritable atout face à la concurrence que l'IA doit à une architecture différente qui permet de générer donc le texte plus rapidement. Alors justement, puisque vous évoquez la concurrence, est-ce que vous avez en tête d'autres éléments qui distinguent le chat de ses concurrents comme ChatGPT par exemple? Oui, tout à fait. Il y a par exemple son approche open source, contrairement à ChatGPT ou Gemini de Google. Le modèle de Mistral est accessible et peut être utilisé localement sans forcément passer par des serveurs distants. Cela permet une utilisation plus flexible et plus sécurisée. En revanche, il faut rappeler que d'autres modèles comme Llama et de Meta sont aussi open source. Ce n'est donc pas une révolution, mais cela a son importance. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Louisa pour le JT et pour la chronique sur les Césars à voir ce soir évidemment avec Jean-Pascal Zadi, maître de cérémonie. Forcément, on regarde. Merci à vous. On vous retrouve bientôt. Mais très vite, dans les prochains jours. Vous allez nous manquer, vous savez. Oui, c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Vous cochez les cases, c'est comme le calendrier, on marque des croix. Ce soir, à la réalisation, c'est Mani Pézèche, que son, c'est Saïd Mamou, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très bonne soirée, bon week-end et à lundi. Ciao.